Faisons à présent un petit bond en arrière dans le temps. Vous allez voir, cela va être passionnant. Vous n'êtes probablement pas au bout de vos surprises. Nous avons vu au départ que le système marchand était avant tout une simple fiction que nous décidons collectivement d'alimenter. Le concept de fiction est également valable pour les entreprises, les pays avec leurs frontières, la politique, etc. Et toutes les autres fictions sont également toutes, pour la majorité, reliées au système marchand, au commerce. Mais qu'en est-il de l'origine de sa création? Pourquoi et comment a-t-il été mis en place? Et par qui? Est-ce vraiment quelque chose qui s'est fait naturellement? Commençons par introduire cela en parlant du troc. Le troc serait apparu suite à la monnaie pour justement pallier son manque, et non pas l'inverse. Toutes les théories qui prétendent le contraire, comme quoi le troc aurait apparemment toujours existé, et que la monnaie et l'argent seraient arrivés après, sont aujourd'hui considérées comme fausses. Il y a notamment l'anthropologue David Graeber, qui a écrit un livre mondialement reconnu, qui s'intitule « Dette 5000 ans d'histoire ». Avant d'expliquer pourquoi, voyons ensemble 5 raisons principales qui démontrent que le troc n'est pas viable non plus, encore moins qu'une monnaie. Numéro 1. Valeur de l'échange très souvent disproportionnée. Exemple 1. La vente d'une maison contre des légumes. Exemple 2. La vente d'une voiture contre l'intervention d'un plombier. Et difficulté accentuée pour établir une valeur marchande d'un produit ou service, bien que ce soit majoritairement subjectif et que chacun soit libre de juger la valeur d'un produit ou service, comme c'est aussi le cas avec une monnaie. Numéro 2. Échange équitable de ce fait difficile, et plus il y a d'humains, plus l'échange se complique. À partir de 3 individus, ça commence vraiment à se compliquer. Exemple, une entreprise ou association souhaitant rémunérer ses collaborateurs via le troc. Numéro 3. Nécessite d'avoir quelque chose à offrir et que l'autre soit intéressé par ce que nous avons à lui offrir. Même si la valeur d'un échange serait proportionnelle et équitable entre les deux parties, encore faut-il que les deux aient besoin et ou envie de ce qui est proposé. Exemple, un sac de carottes contre un sac de pommes de terre. Si l'être humain A proposant un sac de carottes possède déjà des pommes de terre ou ne souhaite pas en avoir, l'échange avec l'être humain B ne se fera pas, ou inversement. Numéro 4. Échange à distance bien souvent impossible ou complexe. Et numéro 5, complications pour stocker les richesses que l'on a et les déplacer. Cela est bien moins pratique qu'avec une monnaie, qui plus est digitale, permettant par exemple de convertir de l'or physique en or digital, de vendre ou revendre des objets afin d'avoir un minimum d'épargne pour pouvoir assurer notre survie durant un laps de temps, sans devoir troquer contre quelque chose d'autre, surtout au vu des 4 autres raisons évoquées, etc. Précision. Le fait de stocker des richesses peut certes créer des problèmes d'inégalité dus à l'accumulation faisant que certains s'enrichissent quand d'autres s'appauvrissent en ne faisant pas circuler l'argent, entraînant aussi diverses autres dérives comme le pouvoir que cela permet, l'accumulation de biens à outrance, etc. C'est le principe même d'un modèle économique capitaliste. Or, ne pas pouvoir accumuler est également un problème, dans un monde où il faut sans cesse faire du gain en travaillant, pour ne serait-ce que survivre. Ça empêche donc de se sécuriser soi et éventuellement sa famille, de redonner, de bâtir de plus gros projets, et de pouvoir réellement vivre en étant plus libre, afin de ne pas uniquement subvenir à ses propres besoins physiologiques journaliers,
en étant asservis par la dette et esclaves de notre travail. Même si dans un système marchand, nous le sommes et le serons toujours, plus ou moins. Puis aussi, si l'on ne compte pas sur l'État pour sa fameuse retraite, que beaucoup n'auront pas, ou du moins pas suffisamment pour pouvoir survivre. Et dans l'idéal, vivre confortablement. En plus des autres raisons de la non-viabilité du troc. En plus de ces 5 raisons, le troc est donc quelque chose de purement marchand et conditionnel. Il n'échappe donc pas à toutes les dérives préalablement abordées, qui découlent du système marchand, notamment la guerre commerciale, le fait de devoir lutter pour pouvoir survivre, car troquer nécessite généralement aussi de parvenir à se vendre soi-même, pour que la personne avec qui on échange ait suffisamment confiance en notre produit ou service, couplé au fait de tirer avantage des problèmes et ou de la souffrance d'autrui, ou encore de leurs besoins ou désirs généralement liés, car nous en dépendons, etc., etc. Or, le troc peut s'avérer être une alternative que nous pouvons utiliser en parallèle d'une monnaie, afin notamment de se débancariser, ou bien le don libre, ou l'échange de temps, ou autre. Car une monnaie, bien que plus viable que le troc, nécessite quant à elle de devoir être créée, gérée et stockée. Ce qui facilite grandement la corruption, le pouvoir, le contrôle et la domination sur autrui, etc. Nous reparlerons de la question des alternatives par la suite, pouvant éventuellement être utiles en guise de transition potentielle vers un monde non marchand. Revenons à présent quelques millénaires plus tôt. Avant, nous vivions juste en tribu et chacun participait, en communauté de chasseurs-cueilleurs. Exactement comme toutes les autres espèces. Toutes les autres espèces vivent sans marchander et se portent bien mieux. Rien qu'à voir autour de nous. Il était cependant possible que des échanges se fassent, mais sans monnaie et sans troc. En donnant par exemple un outil à une communauté voisine, en cas de besoin, et si jamais cette communauté qui a prêté, qui a donné l'outil, aurait besoin un jour d'un outil, eh bien, la communauté voisine, dans ce cas-là, n'aurait pas hésité à l'aider à son tour. On pourrait donc dire que c'était une sorte de dette sans délai ni contrepartie réelle, à moins que cela se fasse en attendant un retour derrière. Si tel était le cas, ça restait certes une sorte de comptabilisation marchande, mais qui était déjà bien plus libre que la monnaie ou le troc. Et sans puissance financière, sans inégalité et sans dirigeant. Un peu comme lorsque l'on rend service à un ami, ou inversement, et que l'on se sent ensuite redevable, en pensant qu'on lui en doit une, mais sans vraiment comptabiliser le tout. On appelle ça également un petit peu le sentiment de redevabilité. Mais bon, ce sentiment de redevabilité, il est certes considéré surtout comme un principe marchand, mais c'est déjà beaucoup mieux que la monnaie, le troc. Là, c'est vraiment une sorte de don où, par principe, on va quand même peut-être attendre un petit peu en retour derrière. En mode, je t'ai aidé, donc j'espère que tu m'aideras un jour en retour. Voilà. Bon, ça, c'est pas non plus très viable. Parce que, c'est pas quelque chose qui permet non plus la pérennisation de l'espèce humaine. Voilà, ça n'empêche pas d'avoir de la gratitude et de remercier lorsqu'on nous aide, mais dans un système non marchand, eh bien, ce serait vraiment du don inconditionnel, du partage, de l'entraide. Il n'y aurait pas de « je te donne, mais j'espère que tu vas me donner un jour ». Parce que tout le monde sera interdépendant. Cependant, il y aurait aussi eu, et peut-être encore aujourd'hui, ce que l'on nomme les monnaies sociales. Pour résumer, les monnaies sociales consistaient simplement à donner quelque chose à une communauté pour se faire pardonner ou pour se faire accepter. Donc, par exemple, en cas de meurtre, pour éviter les vendettas, pour éviter les vengeances, eh bien, la communauté qui a tout simplement causé un meurtre, que ce soit volontaire ou accidentel, eh bien, en échange, ils pouvaient donner, par exemple, des colliers, des vêtements, de la nourriture à la communauté qui a subi ce décès-là. Pareil, lorsque, à l'époque, les mariages forcés se faisaient beaucoup, même si aujourd'hui c'est encore le cas selon la zone. La famille qui recevait la femme devait alors, par principe de redevabilité, donner quelque chose. Mais ce n'est pas obligatoire ni chiffré. Ce n'est pas un échange ni une vente. C'est une sorte de cadeau, d'offrande, de principe, ou encore de tradition culturelle. Surtout qu'une vie humaine, pour un mariage forcé ou un meurtre qui est advenu accidentellement ou par conflit, ne vaut pour ces peuples
selon divers anthropologues et selon notre bon sens, aucunement la valeur d'une ou de plusieurs offrandes. Et on doit souvent faire appel aux autorités qui arbitrent le conflit entre les deux parties pour les convaincre d'accepter, de sorte à éviter les vendettas, les vengeances. Et c'est encore le cas aujourd'hui, il y a encore ce genre de monnaie sociale, notamment en cas de meurtre, en cas de... Mais c'est pas vraiment un système marchand, parce que les communautés vivent sans argent, où elles pratiquent le don de manière à ce que l'autre aussi donne en retour tôt ou tard. Mais le monde non marchand, ça nécessite vraiment une transition collective, et nous allons le voir juste après. Concernant la gouvernance, certaines communautés avaient potentiellement des chefs, ou plutôt des leaders spirituels, mais contrairement à ce que l'on voit aujourd'hui avec les dirigeants, ils n'avaient aucun pouvoir. On pourrait dire que c'était surtout des gens qui étaient considérés comme sages, et qui ne voulaient même très souvent pas le pouvoir, mais qui leur était donné pour leur sagesse, pour leur connaissance, pour leur capacité à communiquer de manière efficace, à mener également un petit peu les directives, tout ça, au sein de la tribu, etc. Donc voilà, ça c'est ce qu'on voit encore aujourd'hui, mais c'est beaucoup plus sain que des dirigeants qui décident pour tout le monde. Dans ce genre de communauté, c'est tout le monde qui décide. Le chef spirituel ou le sage qui est désigné comme tel, eh bien, il est surtout là pour, on va dire, mettre un peu l'ordre quand ça va pas. On va se tourner vers lui pour réussir à prendre des décisions qui sont très compliquées, par exemple. Le meilleur chef, s'il doit y en avoir un, c'est justement celui qui ne veut pas l'être, qui ne veut pas le pouvoir. Il y a un dicton qui dit « Ne jamais donner le pouvoir à celui qui le demande ». À méditer. Puis, lorsque la sédentarisation est advenue, un petit groupe d'individus aurait décidé de créer la monnaie et le commerce pour asservir et s'approprier des territoires, en rémunérant pour cela des soldats pour y parvenir. La monnaie, et au sens large le commerce, aurait ainsi surtout été créée pour rémunérer les armées et non pas pour faciliter les échanges. De même pour la création des États, qui ont été surtout créés pour tout simplement asservir et faire en sorte que les soldats qui travaillaient pour les souverains au pouvoir, les rois, obéissent dans leurs intérêts. Donc ils se sont eux-mêmes fait manipuler, et c'est ce qu'on voit encore aujourd'hui. L'histoire se répète sans cesse. Afin d'avoir un asservissement sur tout le vivant, au profit d'une élite, en faisant obéir pour cela leurs gardiens, contre rémunération, pour l'intérêt commun, disent-ils, en vous le vendant ainsi, encore aujourd'hui, sous couvert de sécurité. Insécurité qu'ils créent eux-mêmes, en créant les guerres, en les finançant, etc., etc. Tout cela peut paraître complotiste, mais il n'en est rien. L'histoire le prouve, les faits le prouvent. Rien qu'à voir aujourd'hui, eh bien, la guerre en Ukraine et en Russie, l'histoire se répète. Toujours les innocents qui paient les frais des prétendus puissants. La théorie du contrat social, comme quoi nous aurions donc collectivement donné notre accord pour donner un petit peu de notre liberté, de notre souveraineté, pour un peu de sécurité, donc en demandant à ce qu'il y ait un État qui se crée, pour éviter la guerre de tous contre tous, cette théorie aujourd'hui, eh bien, s'avérerait complètement fausse, si ce n'est mensongère. Comme l'affirme Wikipédia, cette théorie est avant tout un scénario hypothétique et heuristique, visant à expliquer et à légitimer le passage à l'état civil. Donc, ça reste avant tout une hypothèse. On ne peut pas savoir. Maintenant, je suis le premier à dire que la vérité du passé, également pour ce que j'évoque, on ne peut pas réellement savoir. De même pour l'état de nature, qui laisserait penser que l'homme est un loup pour l'homme, sans la création de l'État. Donc voilà, ces théories-là, finalement, on n'en sait rien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de violence ou de conflit. Ça veut dire qu'avant cette création de l'État, avant cette mise en place du commerce, eh bien les gens vivaient beaucoup plus sainement, les forêts étaient abondantes, il y avait beaucoup moins de conflits, etc. Car nous vivions donc tous très probablement en communauté, en étant soudés, sans État et sans commerce. On pourrait appeler cela le jardin d'Éden. Comme cela est décrit par des messagers, notamment dans certains textes religieux, eh bien ce n'est peut-être pas par hasard. Il se pourrait grandement que cet écrit du jardin d'Éden évoque justement comment était le monde
avant la création des États et du commerce. Et l'écrit en rapport avec le fruit défendu mangé par Adam et Ève n'est peut-être justement qu'une métaphore, laquelle viserait à expliquer l'origine du commerce et de l'État. Comme quoi l'homme a succombé à ses désirs et ses peurs qu'il n'a pas contrôlés, qui a donc créé cette monnaie, ce système d'asservissement par la dette, les impôts, etc., pour accumuler toujours plus de ressources qu'il n'en avait, ou autrement dit de biens matériels, car lorsque les gens se sont sédentarisés, un petit groupe d'individus a sans doute voulu en avoir plus. Donc, ils ont rémunéré des gens, en leur disant probablement qu'ils allaient faire le bien. Ainsi, le péché d'Adam et Ève qui y est décrit pourrait donc être cohérent avec cela. Et il fallait probablement que l'humanité passe par là. Il fallait sans doute que le libre arbitre qui nous a naturellement été donné à tous soit utilisé, avec toutes les conséquences engendrées, pour pouvoir ensuite connaître ce que l'on nomme le mal ou la désharmonie en l'ayant expérimenté, dans un but final de revenir à notre véritable état naturel inné, qui est celui de l'amour, de la paix et de l'harmonie. Cela reste partiellement une hypothèse. Partiellement car, premièrement, j'estime que l'on ne puisse pas affirmer à 100% que ceci soit vrai ou faux, valable pour toute vérité du passé. Il y aura toujours des désaccords, et ne pas se mettre dans un dogme en restant ouvert d'esprit me semble important. Et car, de l'autre côté, il ne s'agit pas d'une simple hypothèse philosophique. En effet, en plus que cela semble assez cohérent, je ne suis pas le seul à évoquer cela. Et mes réflexions à ce sujet sont en partie dues au biologiste Jeremy Griffith, qui est le fondateur de l'organisation à but non lucratif World Transformation Movement, qui parle en détail de tout cela. En ayant dédié sa vie à l'élaboration de divers travaux de recherche scientifiques sérieux sur l'origine des comportements humains, violents, égoïstes, compétitifs et aliénants. Il en ressort que l'humain, en tant qu'espèce animale dotée d'une conscience et d'un intellect, devait passer par là, en vivant ce conflit interne entre son intellect et son libre arbitre, et son instinct primitif. Ce qui est également grandement lié aux peurs et aux désirs. Nous reviendrons sur cela par la suite. L'être humain ne dispose pas, à la différence de nombreuses espèces animales, de défense contre la nature et a besoin d'éléments pour pallier ses besoins, comme par exemple pour se protéger du froid. Il a en revanche la raison qui lui permet la collaboration pour élaborer des solutions. Nous sommes en effet tous interdépendants les uns des autres, surtout que nos actions affectent tôt ou tard tout le vivant, d'une manière ou d'une autre. De plus, par le passé, il y avait apparemment beaucoup moins d'êtres humains sur Terre, se comptant par milliers ou millions, comparativement à aujourd'hui où nous sommes des milliards, ce qui facilitait donc probablement la cohésion, notamment par nécessité de survie. Même s'il pouvait sans doute y avoir des conflits. Encore une fois. Concernant la surpopulation, je ne développerai pas le sujet ici, lequel a déjà été abordé dans l'épisode numéro 1, et nous y reviendrons également par la suite, dans l'épisode 5. De base, on est tous interdépendants. Mais aujourd'hui, dans un système aussi individualiste que ça, nous l'avons oublié. Alors, il y a des avantages et des inconvénients partout. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que nous ne pouvons pas vivre les uns sans les autres. À moins de réussir vraiment à se débrouiller tout seul, mais très peu ont ces compétences-là et ces capacités. Puisque ça demande beaucoup de résilience, de connaissances. Même si à l'époque les forêts étaient abondantes, eh bien on n'avait pas tous ces progrès technologiques, pour rien que le fait de se faire un outil, de se créer un couteau, c'était compliqué à l'époque. Donc même si les forêts étaient abondantes, il y a certaines choses qui étaient très compliquées, comme le fait de chasser, il fallait construire des choses. Et puis les gens aussi n'avaient pas forcément de vêtements. Il faut s'en fabriquer, il faut également se fabriquer un toit, si on se fait éjecter de la communauté. Et donc les forêts permettaient aux communautés de se nourrir de manière abondante, sans rien payer.
Certaines communautés se sédentarisaient déjà bien avant l'invention de l'élevage et de l'agriculture de masse, qui ont surtout été inventées pour le commerce. En effet, à l'époque comme aujourd'hui encore, lorsque les communautés trouvaient un lieu dans lequel les ressources étaient davantage abondantes, comme par exemple un lieu proche d'une rivière, avec beaucoup de poissons et d'eau, elles décidaient d'y rester pour une durée indéterminée. Et certains peuples pratiquaient l'agriculture et l'élevage sans vraiment devenir sédentaires, notamment par cycle. Puis, la sédentarisation globale est advenue, ce qui a certes permis le progrès technologique, avec le commerce notamment, l'importation, l'exportation de certains aliments qui étaient rares dans d'autres pays. Aujourd'hui, on en tire du positif, mais qui a surtout permis à une élite, à un petit groupe d'individus, de s'accaparer tout le gâteau, donc, c'est-à-dire les terres et leurs ressources, et en laissant les quelques miettes au reste de la population mondiale. Allons-nous encore tolérer cela longtemps? Est-ce que tout ça vous semble juste? Est-ce que ce monde-là vous convient? Pour vous, pour vos enfants, pour vos proches? Et certaines études et anthropologues disent également que c'est depuis la sédentarisation globale, via également l'agriculture, que les guerres se sont amplifiées, voire ont commencé à exister. Parce que la majorité des guerres sont reliées à l'argent et au commerce. Elles sont économiques, commerciales, pour s'approprier des territoires, ou encore pour tout simplement réduire la population, et faire en sorte que les populations paient les pots cassés, via les impôts, etc. Tout en instaurant par la même occasion de nouvelles lois. Notamment au cours de la période du XXe siècle, avec les guerres mondiales. Encore une fois, la monnaie permet cela, permet le contrôle et l'asservissement, et permet aussi les guerres. On ne peut pas savoir s'il y avait vraiment des guerres avant l'argent, et au sens large avant le commerce, de même pour la vérité du passé, sur ce que j'ai moi-même évoqué, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est le constat du monde actuel et le futur. Donc voilà. Aujourd'hui, tout est devant nos yeux. On voit bien que c'est un système qui profite à une minorité, et on voit bien également que notre survie est plus que jamais menacée, notamment avec ce modèle économique capitaliste. Revenons rapidement à la création de la monnaie et de l'État, car il y a encore des choses à dire. Lorsque les soldats se rendaient dans les communautés ou dans les villages, ils imposaient leur monnaie afin qu'ils puissent se nourrir en palliant leurs besoins, et c'est ainsi que les populations, c'est-à-dire vous et moi, ont été contraints d'accepter de jouer au système marchand, notamment via l'imposition, puisque grâce à l'impôt, on impose de jouer à ce jeu par l'asservissement de la dette et des impôts. De devoir payer ces impôts-là, toujours au profit d'une minorité. Les souverains ou chefs au pouvoir s'assuraient que personne d'autre ne produise cette monnaie. Les faux monnayeurs étaient sévèrement punis, faute de quoi, ils perdaient leur intérêt et leur possibilité de domination. Les peuples, tout comme les soldats, ont donc eux-mêmes été piégés et contraints d'utiliser cette monnaie, ainsi que de payer leurs impôts, faute de quoi, ils étaient emprisonnés, ou ils étaient tout simplement pris comme esclaves, ou encore tués. Pendant que les souverains, eux, ou les rois, avaient tout ce qu'il leur fallait, sans devoir travailler, en étant protégés par leurs armées, qu'ils ont réussi à manipuler à leur avantage. La monnaie permettait donc aux souverains de la cité de payer son armée, de maintenir l'ordre par la contrainte, la menace et la violence, ainsi que de voler des biens et services à ses sujets en cas de non-paiement des impôts, du mobilier ou autre. Ils exigeaient donc, avec violence et sans contrepartie, de la monnaie qu'ils étaient les seuls à fabriquer en étant aux commandes, comme une dette que l'on devait rembourser, alors même que le peuple n'avait jamais rien emprunté, qu'il n'y avait aucune contrepartie ou échange avec eux.
Celui qui a le pouvoir de créer la monnaie peut s'approprier le travail d'autrui sans contrepartie. C'est exactement ce que l'on voit aujourd'hui avec les banques et de manière générale, les investisseurs, etc. Voici quelques pistes intéressantes supplémentaires. Les monnaies anciennes comme actuelles, pour certaines, incluant les billets et les pièces, comportent toutes le visage du souverain qui était ou est actuellement au pouvoir. Cela est une preuve non négligeable, laquelle démontre que la monnaie a bel et bien été créée pour le pouvoir et la domination. Je doute que ce soit uniquement le visage de son inventeur, surtout au vu de tout le reste abordé. Un simple inventeur qui aurait involontairement permis l'asservissement, le pouvoir et les inégalités? Ça n'a aucun sens. Puis pourquoi aurait-il inventé cela? Surtout qu'il ne s'agit pas d'une seule monnaie, mais de plusieurs monnaies avec plusieurs visages différents au cours de l'histoire. Bien qu'aujourd'hui, certains individus célèbres peuvent parfois y figurer, comme Gandhi par exemple. De plus, l'extension de la monnaie s'est réalisée en très grande partie par les invasions, telles que Alexandre le Grand, Christophe Colomb, etc., les guerres et les colonisations. Les premières civilisations marchandes, qui rémunéraient des soldats, étaient en effet les mieux armés pour se répandre et envers la planète. Ensuite, le mot soldat vient du mot solde, car les soldats sont les premiers qui ont perçu une solde, ou autrement dit un salaire, au service du souverain. Donc, un soldat, c'est un homme de guerre au service d'un prince ou d'un État qui lui paye une solde. Et enfin, le mot salaire vient du mot salarium, lui-même dérivé du mot sal, qui signifie sel en français, car les soldats se faisaient par le passé payer une partie en sel. Parce que grâce au sel, eh bien, on pouvait stocker la nourriture, saler les plats, donc c'était considéré vraiment comme une richesse assez rare. L'étymologie des mots en dit long. Il s'en est ensuite suivi le salariat pour les peuples et le fait de percevoir un salaire avec une monnaie imposée. Il s'agit donc bien d'un pur racket et d'un crime contre l'humanité, lequel s'est peu à peu perpétué jusqu'à aujourd'hui. Je répète, à la base, le commerce, l'invention du commerce et de la monnaie, c'est un crime contre l'humanité, contre nos droits et libertés fondamentales d'être vivant libre, d'origine humaine, et contre toutes les autres espèces également, on pourrait dire. Il est néanmoins possible que les soldats de l'époque aient consenti à cela, de manière totalement consciente, en sachant pertinemment qu'ils étaient en train d'asservir les populations, mais peut-être qu'ils avaient des intérêts à le faire, bien que j'en doute fortement, puisque les soldats aussi ont des familles, et donc cela se répercute forcément également sur eux-mêmes, ainsi que sur les générations futures au sens large, en plus de leur conscience morale. Donc je pense vraiment qu'ils ont été manipulés, et c'est encore le cas aujourd'hui. Même si, dans les forces de l'ordre, il peut éventuellement y avoir des policiers et des militaires qui sont en quelque sorte bourreaux, en ayant des pathologies de type psychopathique. Mais si tel est le cas, ça reste une minorité. Il ne faut pas généraliser. La plupart sont inconscients. Ils pensent vraiment défendre leur pays, leur nation. Alors qu'en réalité, ils défendent juste des intérêts privés au profit d'un petit groupe d'individus. Bien qu'ils soient tout de même évidemment responsables de leurs actes, que ce soit conscient ou inconscient, volontaire ou involontaire. Et aujourd'hui encore, si les policiers et les militaires souhaitent boire et manger, et nourrir leur famille, ils doivent obéir. Et cela en commettant des crimes et des atrocités contre l'humanité. Meurtres, etc. En allant se battre contre nos frères et sœurs terriens, au travers des guerres, mais aussi en allant se battre contre les populations d'une même nation, notamment la leur,
ou encore en ayant peur de désobéir lorsqu'il y a des choses flagrantes portant atteinte à nos droits et libertés fondamentaux, voire à notre survie, comme par exemple les camps nazis ou encore les événements de 2020. Je n'entrerai pas plus dans les détails. Toujours au profit de cette même élite, en particulier bancaire. Le cas actuel est depuis bien des temps. Les forces de l'ordre peuvent certes, malgré tout, être utiles pour certains problèmes dans ce système-là, mais l'insécurité globale, économique, financière, psychologique, sanitaire, sociale, environnementale et écologique, n'est que la conséquence de ce système politique et économique mondialisé en immense majorité, tels que les crimes, la violence, la souffrance, la destruction de la biodiversité, ainsi que toutes les autres dérives, comme nous l'avons vu précédemment. De même pour les médias, en particulier les grands médias de masse traditionnels, qui y contribuent fortement, comme nous l'avons également vu précédemment. Ou encore les gouvernements directement, bien qu'ils communiquent donc principalement grâce aux médias, sur qui leur pouvoir repose en grande partie. Sans parler des crimes orchestrés, comme la majorité des guerres et autres. Je vous invite à pousser les recherches de votre côté si jamais vous le souhaitez. Je ne m'attarderai pas plus sur cela. Qu'importe ce que l'on peut dire ou penser de certaines choses passées, ce sont donc ceux qui dirigent le monde qui font en sorte de créer une insécurité, à savoir les gouvernements et l'élite milliardaire, en particulier bancaire, mais ils vont nous vendre l'idée qu'ils sont là pour notre bien. Valable pour diverses autres choses, dont le maintien de la monnaie et au sens large du système marchand lui-même, bien évidemment. Et qu'en réalité, dans un environnement différent, l'insécurité globale n'existerait plus, du moins en immense majorité. C'est un constat purement factuel. La question de l'utilité et du maintien potentiel des forces de l'ordre, c'est-à-dire des policiers et des militaires, dans un nouveau monde, sera abordée par la suite dans les épisodes suivants, ainsi que diverses autres questions liées, comme le maintien potentiel des mesures de surveillance, telles que les caméras, ou encore des dirigeants, etc. Chers policiers, chers militaires, maintenant que vous êtes avertis, si vous n'étiez pas conscient de tout ça, vous n'avez plus d'excuses. Et sachez même que nous-mêmes, les populations, avec nos impôts, etc., eh bien, nous vous payons pour ça. Nous vous payons à la base pour nous protéger. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que vous protégez une élite. Est-ce que vous comprenez l'absurdité de toutes ces choses et le crime auquel vous avez vous-même été confrontés et auquel vous perpétuez, parce que sans vous, ils ne sont plus rien. Sans votre obéissance, ils n'ont plus personne. Et croyez-moi qu'ils flippent, ils ont très peur que vous désobéissiez. Si vraiment ils voudraient changer ça, eh bien, ils parleraient du système marchand, ils parleraient de tout ça. Mais ce n'est pas leur objectif, puisqu'ils perdraient leur contrôle et leur domination sur l'intégralité du vivant, notamment sur vous. Pardonnez-vous, et aujourd'hui il est grand temps de vous tourner du côté du peuple. Il y en a assez de travailler pour des génocidaires et de le devenir à votre tour. Donc posez-vous les bonnes questions. Quel message vous voulez laisser de votre passage? Est-ce que vous êtes fiers de travailler pour des gens comme ça, maintenant que vous êtes au courant? En créant des divisions, en alimentant ces divisions plutôt. Et attention, je ne vous jette pas la pierre, puisque les populations aussi peuvent parfois être amenées à semer eux-mêmes la division. Bref. Notons que ce que l'on nomme les bourgeois, ou les capitalistes, sont à la base eux aussi des prolétaires, ou encore des chasseurs-cueilleurs, des gens qui travaillaient par leur force de travail,
et non pas juste des personnes qui utilisaient ceux qui utilisent leur force de travail pour leur avantage. Ce sont tout simplement des gens du peuple qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu lorsque le commerce s'est développé. Donc voilà, ils ont eux-mêmes aussi été piégés de base. Ils ont réussi tout simplement à s'en sortir, mais beaucoup aussi ont perdu malheureusement leur côté empathique. Certains ont même réussi à devancer et à surpasser les rois qui étaient au pouvoir grâce à l'accumulation de leurs richesses. Et donc il s'en est suivi de nouveaux rois, de nouveaux souverains, de nouvelles élites, etc., etc. Et cela afin de pouvoir payer leurs oppresseurs, donc les rois, les souverains, en étant eux aussi contraints de devoir jouer à ce jeu. Et voilà. Et ensuite, ils ont réussi à tirer leur épingle du jeu. En étant désormais en concurrence contre leurs voisins, pour ne pas dire en guerre, et c'est ainsi que la spécialisation serait également advenue, la spécialisation du métier. Puisque en se spécialisant, on essaie d'avoir sa place sur le marché, que ce soit le marché du travail, financier ou peu importe. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, nous tirons tous profit de la souffrance et ou des problèmes d'autrui, ou encore de leurs besoins ou désirs, en dépendant, pour pallier notre survie, comme nous l'avons vu au début. De même pour le salariat, qui est également advenu après, lorsque certains n'arrivaient pas à payer leurs impôts, n'arrivaient pas à survivre, ils se faisaient embaucher, et c'est comme ça qu'ensuite les grosses entreprises ont été créées, que le capitalisme s'est développé encore plus, donc le modèle économique capitaliste, qui est lui-même relié au système marchand. Ça, nous le verrons plus en détail juste après. En achetant la force de travail des autres au profit du commerçant, lorsque le fait d'acheter des esclaves par la violence ne se faisait plus. C'est ainsi que les gens ont commencé à vendre leur force de travail, en perdant notamment leurs terres via la privatisation des terres au profit des entreprises, en se rendant à la ville et en mendiant un salaire, en devenant ainsi une sorte de nouvelle classe sociale exploitée. Les premiers commerçants étaient donc victimes d'une oppression. Commercer n'était pas un choix, c'était tout simplement une obligation et ou une nécessité. Ce qui est bel et bien encore le cas aujourd'hui, en l'an 2023. Dans un système marchand, chacun est à la fois son propre maître et son propre esclave, en devant pour cela réussir à se vendre sur le marché, salariés comme entrepreneurs. Même si les entrepreneurs, généralement, peuvent déléguer certaines choses, pour justement éviter la vente, etc. Mais généralement, un entrepreneur doit lui aussi savoir se vendre pour trouver des bons commerciaux qu'ils feront à sa place, ou encore pour convaincre des actionnaires, des partenaires, et surtout, si jamais les salariés décident de faire grève dans les usines, etc., on voit bien que les chefs d'entreprise, des grosses entreprises, surtout je parle, sont bien embêtés. Et comme Karl Marx l'en parlait, avec la lutte des classes, il s'installe donc de ce fait une relation de codépendance entre les salariés, qui sont exploités pour leur force de travail donc. Et exploiter, c'est pas un mot péjoratif, c'est bien le cas. Un salarié est exploité. C'est pour ça qu'on appelle un employé. Un employé, c'est quelqu'un qu'on emploie. Et donc l'entrepreneur, lui, est aussi dépendant de ses employés pour pouvoir réussir à faire du chiffre d'affaires, etc. Parce que lui, généralement, notamment dans les usines, il connaît pas grand-chose aux machines. Si on enlève les salariés, l'entreprise, elle s'effondre. Donc voilà pourquoi certains font grève et réussissent à avoir une augmentation ou une prime, parce que tout simplement, ils sont dépendants. Par contre, si jamais ils font trop grève, eux, ils vont plus avoir de salaire non plus, donc ils vont se mettre aussi en défaut. Avec des conditions de travail bien souvent laborieuses, en plus des autres éléments précédemment évoqués, la question du sens à propos du métier exercé, etc. Même si ce sont en général nos compétences que l'on vend, on devient nous-mêmes une marchandise. Une marchandisation de l'être humain. Qui plus est, avec l'hypersexualisation et la prostitution, où là nous sommes précisément en plein dedans. Ou encore le travail forcé dans des conditions déplorables. Couplé au trafic d'humains et d'animaux, comme abordé précédemment. Suite à l'imposition de la monnaie, de l'asservissement par la dette et des inégalités croissantes,
La révolte des peuples ne consistait pas à combattre le pouvoir en place par la violence, mais ça consistait à quitter les villes. Donc les pauvres ne combattaient pas le pouvoir en place, parce que de toute façon ils avaient une armée, mais ça consistait donc, la désobéissance et la résistance consistait à quitter les villes, à fuir les villes. C'était la solution idéale pour tout simplement échapper à ce piège infernal, quitte à être dépouillé. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que la liberté a un prix, puisque notre liberté, justement, vaut plus que tout. En tout cas, je pense que notre liberté vaut plus que tout. Et quitte à perdre notre confort, beaucoup préfèrent tout simplement leur liberté qu'être asservis et esclaves pour avoir un peu plus de confort ou de sécurité, ou les deux. Les résistants à cette oppression généralisée étaient d'ailleurs de futurs esclaves potentiels qu'il leur manquait dans les champs ou dans les usines pour faire fonctionner leur entreprise à eux. Et quelques siècles plus tard, tout cela est peu à peu devenu une norme, au point où les peuples modernes, c'est-à-dire vous et moi, voient cela comme une fatalité, comme quelque chose qui a toujours été là, en se disant que la vie est ainsi, que c'est normal, ou qu'on peut rien faire, ou qu'il y a un plan divin, ou peu importe, toutes sortes de croyances de ce type, grâce notamment à l'aliénation, notamment spirituelle, au divertissement abrutissant, à diverses choses qui font que la majorité d'entre nous, des populations du monde, des êtres humains, acceptent ce système et la perversion subie. L'aliénation, c'est tout simplement la dépossession de son esprit, le fait de perdre sa capacité de libre arbitre et d'accepter l'inacceptable, de tolérer l'intolérable et de tout simplement fermer les yeux sur des choses complètement tragiques parce que c'est inconfortable, c'est douloureux et parce qu'on a aussi été très conditionné, formaté et il y a encore beaucoup de choses qui font que. Nous parlerons de tout ça un peu plus en détail par la suite par rapport aux causes qui font que le monde soit comme ça, notamment les éléments complémentaires qui font que les populations acceptent le monde dans lequel on vit, parce qu'il y a bien évidemment beaucoup d'éléments complémentaires au système marchand. Tout cela nous emmène à la conclusion suivante. La monnaie, et au sens large le commerce, n'ont absolument pas été créés pour faciliter les échanges. Je le répète. Qu'importe ce que l'on peut en dire du passé, car aujourd'hui, ce n'est factuellement pas le cas, et ce n'est aucunement durable. De même pour la majorité des États et des pays, qui sont donc liés au commerce, et qui sont tout autant des fictions. Les échanges, ou plutôt les partages, n'ont aucunement besoin d'être facilités, qui plus est avec une monnaie, surtout aujourd'hui, avec le progrès technologique. Donc, si à l'époque nous vivions sans argent et sans commerce, imaginez aujourd'hui tout ce que l'on pourrait faire avec les progrès. Nous serions beaucoup plus productifs, puisque le système marchand, comme nous l'avons vu, diminue l'empathie, donc, ça diminue l'altruisme, ça diminue aussi l'union, donc la productivité, etc. Précision. J'évoque la productivité non pas en faisant référence à la surproduction et à la surconsommation moderne, mais en exprimant le fait que nous serions justement beaucoup plus enclins, ou autrement dit disposés, à élaborer des stratégies visant à solutionner les problèmes pouvant exister, notamment en travaillant moins, etc. Ce qui ne veut pas dire que l'on ne puisse pas conserver le progrès technologique en voulant totalement décroître. Nous reviendrons sur tout ça plus en détail par la suite. De plus, il n'y a pas besoin d'argent ou de tout autre moyen d'échange pour cultiver, construire, réparer, soigner, créer, enseigner, etc. C'est-à-dire pour subvenir aux besoins primaires de l'être humain, donc pour sa survie, et aussi pour son confort. De même, il n'y a pas besoin d'argent ou de tout autre moyen d'échange pour trouver une organisation juste, sensée et efficace. Dans le but de co-créer un monde durable et profitable pour tous. En fait, l'argent et au sens large le système marchand font tout l'inverse. Voici un tableau comparatif entre un monde avec argent, et au sens large avec un système marchand, vs un monde sans argent, et au sens large
sans système marchand, dans lequel on y retrouve sur la partie gauche une liste non exhaustive de toutes les dérives dans un système marchand, puis sur la partie droite opposée, comment tout cela serait dans un système non marchand. Je précise néanmoins qu'il s'agit d'un tableau approximatif, permettant d'avoir une idée globale. Il est possible que certaines dérives restent même dans un monde non marchand, notamment liées aux antécédents, comme par exemple les problèmes écologiques, tels que la pollution. Mais si tel est le cas, les problèmes, les dérives et la souffrance seront grandement diminués. Donc, par exemple, la pollution ne pourra que grandement être diminuée. On s'aperçoit donc que l'argent, et au sens large le système marchand, crée bien plus de problèmes qu'il n'en résout. Et il complique bien plus les choses qu'il ne les facilite. D'ailleurs, en résout-il vraiment des problèmes? Et si oui, lesquels? Ne résout-il pas des problèmes qu'il crée lui-même, le cas échéant? Et que facilite-t-il vraiment?